Bonsoir Jules Torres, Bonsoir. journaliste politique au Journal du Dimanche, et nous sommes avec le président de l'Ordre de Malte en France. Bonsoir Cédric Chelleret-Durieux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'Ordre de Malte a 1000 ans d'histoire. Le premier hôpital fut construit à Jérusalem en 1048. La communauté des hospitaliers, qui soigne alors les malades, recueille les indigents sans distinction de religion, d'origine et d'âge. 1000 ans plus tard, l'Ordre de Malte, ce sont des hôpitaux, des bénévoles, des soignants qui en France ont suivi de près, bien sûr, le débat sur la fin de vie qui vient de s'achever et ce vote qui vient d'avoir lieu, l'unanimité sur l'accès aux soins palliatifs et sur le deuxième volet du texte, sur, appelez ça si vous voulez, l'aide à mourir, l'euthanasie, le suicide assisté, 305 voix pour, 199 contre, 561 votants, 504 suffrages exprimés. Que va-t-il se passer pour vous maintenant ? Rien, d'abord parce que c'est le début du processus législatif, donc déjà il va falloir passer par la phase du Sénat. Oui. Quand on regarde le nombre de députés en France, à 177, et qu'on regarde la majorité exprimée pour, on n'est qu'à 52,8%, donc on voit qu'il y a un travail de conviction à faire auprès des élus et pour vous, des sénateurs. C'est pas plié Non, pour utiliser cette expression familière. Je suis triste ce soir parce que franchement, et je vous l'expliquerai tout à l'heure, nous à l'Ordre de Malte, notre objectif c'est de venir en aide aux pauvres et aux malades. Voilà, sur le territoire français, mais l'Ordre de Malte est une organisation internationale avec 100 000 bénévoles, avec 54 000 professionnels de santé qui vient en aide aux pauvres malades dans 110 pays. Donc c'est notre objectif principal. Et nous pensons à l'Ordre de Malte que ce texte de loi va particulièrement fragiliser et concerner les pauvres en question et les fragiles. Voilà, je suis triste parce que la devise de notre pays, c'est liberté, égalité, fraternité, et qu'aujourd'hui, je pense que la liberté, elle n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de choix. Quand vous avez 50% des Français qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, quand vous avez 20 départements qui sont dépourvus d'unités de soins palliatifs, quel est le choix que vous donnez véritablement aux gens ? Il y a ces départements, le Lot, l'Ardèche, les Vosges, Mayotte, les députés qui ont voté ce texte aujourd'hui, quels sont le choix qu'ils ont donné à leurs concitoyens dans leur circonscription ? Quand je dis qu'est-ce qui va se passer maintenant, c'est dans le scénario où après effectivement le passage au Sénat et le retour à l'Assemblée nationale, finalement on en arriverait au même résultat. Qu'est-ce qui se passerait pour vous qui avez, j'allais dire pour saint patron le pape ? Alors, le pape n'est pas notre saint patron, non, mais voilà, parce que nous sommes indépendants de lui. Mais je pense que je vais répondre à votre question, mais je pense que c'est même pas confessionnel, pas confessionnel, etc. Je lisais certaines tribunes dans l'Humanité ou autres, et je me retrouvais assez proche parfois des tribunes que je pouvais y recueillir, parce que il y a deux plans qui vont nous impacter. Celui de la précarité. Voilà, aujourd'hui en France, on comble des brèches ouvertes en déployant des dispensaires médicaux. Ça fait 4 ans que je suis président, ça fait 4 ans qu'on déploie des dispensaires médicaux. Il y a 100 000 médecins en France généralistes, il y en a 30% qui ont plus de 60 ans et 65% qui ne peuvent plus prendre de patients. Donc il y a déjà un accès aux soins dans notre pays qui est catastrophique. Donc ce sont des personnes qu'on essaye de reprendre, et pas forcément des sans-abri, ce sont aussi des personnes isolées, etc. Ce que l'on voit, c'est que la personne pauvre, la personne fragile, elle s'auto-exclut d'elle-même, parce qu'elle peut penser que c'est un poids elle-même pour la société. Vous allez me dire, mais vous inventez ça, très bien, mais non, je ne l'invente pas. Quand je prends les statistiques, par exemple, du Canada, qui a développé avant nous le système de l'euthanasie, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que sur 6% des décès, que sur les décès, 6% c'est l'euthanasie, et que sur ces 6%, ce sont 58% des pauvres. Or, je pense pas qu'au Canada, 58% de la population soit pauvre. Voilà. Quand je regarde toutes ces statistiques, elles sont en Belgique, elles sont en Suisse, et c'est la même chose. Donc on a déjà sur ce premier angle-là de la solidarité un vrai challenge derrière qui va s'ouvrir à nous. Jules Torres. Puis il y a un sujet qui est jamais abordé, au-delà de tous les mensonges ou les euphémisations, rien, par exemple, l'aide à mourir. Déjà, on pourra avoir un débat d'1 heure, quasiment juste sur ça. Il y a le débat économique qui n'est jamais abordé. Vous parliez du Canada. Le Canada, grâce au changement de la législation sur l'euthanasie, a économisé, si je puis dire, 100 millions d'euros. Je parle juste là pour le système. Et on peut aussi développer ce sujet. C'est que c'est aussi cette proposition de loi, un moyen de faire des économies ? On en parle parce que demain doit être voté effectivement un délit
qui est constitué si un médecin, par exemple, ou autre, perturbe l'accès au lieu où est pratiquée l'aide à mourir en exerçant des pressions morales ou psychologiques sur un patient ou autre qui veut mourir, qui veut effectivement être euthanasié eh bien non, eh bien les députés ont dit il n'est pas question que quelqu'un s'y oppose. Je rappelle simplement qu'il est similaire, la peine prévue s'est portée à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, et elle est calquée sur celle concernant les interruptions volontaires de grossesse. L'article a été adopté, et donc demain c'est le vote. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Vous êtes président de VIA, et je rappelle, de VIA, la voix du peuple, effectivement, et vous avez écrit un livre, vous avez reçu déjà sur l'OMS et ce qui se passait, mais un livre passionnant, un livre qu'on vous conseille, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie, et c'est vraiment le grand débat, et qui continue depuis longtemps, aux éditions MAM. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vraiment on veut empêcher, est-ce que, pour me faire l'avocat, effectivement, de l'autre côté, Jean-Frédéric Poisson, si quelqu'un qui est vraiment à bout de souffrance, ou à bout de détresse, ou etc., qui, en toute conscience, bien sûr, choisit de dire, écoutez, mettez fin, vraiment, je veux arrêter, je veux qu'on mette fin, et on a beaucoup d'exemples de ce genre. Est-ce qu'on va condamner le médecin qui va aider cette personne à mettre fin à sa vie? C'est toute la question. C'est-à-dire que l'adoption de cet article 17, le dernier, enfin, à peu près le dernier en tout cas, de cette proposition de loi samedi matin, a consacré, comme vous l'avez dit, un délit d'entrave qui punit de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende toute personne qui exercerait les personnes qui voudraient empêcher l'accès. Toute personne, médecin ou pas médecin, toute personne. N'importe qui, toute personne. Oui. Qui voudrait, alors, soit en exerçant des pressions matérielles, physiques, etc. Bon, ça s'entend tout à fait. Mais surtout des pressions morales ou psychologiques pour dissuader, d'une certaine manière, la personne qui en a manifesté le souhait de recourir à l'euthanasie. Alors, le problème, c'est que c'est toute la difficulté de ce débat. On ne peut pas tenir pour rien ni la faiblesse, ni le découragement, ni le dépit, ni le désespoir des personnes qui se sentent affaiblies à un point tel qu'elles veulent en finir avec l'existence. D'ailleurs, lequel d'entre nous n'a jamais eu l'esprit traversé par la volonté d'en finir, même de manière fugace, parce que de temps en temps c'est trop dur. Il faut comprendre ça, il faut l'entendre, il faut le traiter. Et comme je l'ai écrit dans le livre que vous avez eu la gentillesse de manifester, la mécanique des soins palliatifs permet cet accompagnement, permet ce traitement et permet tout ça. Là, le problème, c'est que nous sommes, par construction presque, en face de personnes qui sont dans un état de fragilité tel... Ça ne veut pas dire démence, ça ne veut pas dire perdre du consentement, non, ça veut dire fragiliser à un point tel qu'elle décide, où elle souhaite en finir. Et on se demande ce que deviennent, dans cette situation-là, des pressions morales ou psychologiques. On peut parfaitement imaginer que, alors même si le texte ne semble pas dire l'inverse, même si les débats de samedi matin à l'Assemblée, en tout cas, se sont voulus en tout cas rassurants sur ce point, comment considérer le fait que vous avez dans votre famille quelqu'un qui vous dit « moi il faut que j'en finisse, c'est terminé, je n'en peux plus », son frère, sa sœur, son père, sa mère, son fils, sa fille, je ne sais pas qui de sa famille dit « non, tu peux pas faire ça, tu comprends bien que c'est pas possible, on est là pour t'aider, etc. etc. » Est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre de pression morale ou psychologique? Je veux dire, qu'est-ce qu'une pression morale ou psychologique? Parce que ça, ce sont les familles qui exercent une pression morale et psychologique. Ça se comprend, enfin, on n'a pas envie de voir partir les siens, la plupart du temps. Donc, cette notion est tellement floue qu'en réalité, son champ d'application lui-même est flou et donc extrêmement vaste. Et donc, je pense que c'est d'ailleurs le péché mortel de ce texte, d'une certaine manière, ou en tout cas son intention cachée, c'est que le texte est intéressant à lire, les auditeurs le trouveront sur le site de l'Assemblée nationale facilement. Il faudrait qu'ils le voient. C'est accessible sur le site de l'Assemblée, enfin c'est assez facile. Il est d'une ambiguïté folle en réalité, parce que on se rend compte que tout est fait en fait pour faciliter le plus possible l'accès au suicide assisté, à l'euthanasie, et c'est plus intéressant encore que le contenu même du texte. Ce sont les amendements qui ont été rejetés par la majorité, par le gouvernement. C'est-à-dire, par exemple, la volonté d'exclure les déficients mentaux ou les handicapés. Il
Il y a eu des amendements qui ont été portés là-dessus, des députés comme M. Bazin des Républicains, ou Christophe Benz du Rassemblement National, ou Hervé de Lépinot, également du Rassemblement National, puis d'autres, qui se sont attachés, ou M. Juvin, que vous avez reçu, je crois, la semaine dernière, tout à fait, qui se sont attachés à réduire la population, en disant au moins, enfin quand même, on ne peut pas considérer qu'il y a, il y a un moment où il faut quand même faire attention. Philippe Juvin l'a dit, effectivement, on est déficient mental, on est la liberté de... le consentement éclairé peut être au moins affecté d'une certaine forme d'interrogation, on va dire ça. Donc en fait, il y a une espèce de frénésie à vouloir absolument... En fait, c'est une frénésie de légiférer sur tout, vous diriez. Je pense qu'il y a au-delà de ça, je pense qu'il y a je vais reprendre les choses par une autre porte, si vous permettez. Quand on légifère sur le contrat de travail, le texte en tant que tel concerne en fait les 15, 16, 17, 18 millions de salariés en France qui ont un contrat de travail, c'est-à-dire les salariés du secteur privé. Ça ne concerne pas les fonctionnaires, ni les militaires, les professions libérales, ça concerne une partie seulement de la population. Mais quand on légifère sur le contrat de travail, même si on ne s'adresse qu'à une partie de la population, on dit quelque chose de ce qu'est un contrat. On dit quelque chose de ses modalités de contraction, de rupture, des engagements réciproques, on dit quelque chose de la parole donnée, de la signature. Donc il y a une portée symbolique de la loi à chaque fois qui concerne toute la population, même si le champ de la loi ne concerne qu'une partie de la population. Et bien pour ce texte, c'est la même chose. C'est ce que disait le jeune Louis Bouffard, que vous avez peut-être vu la semaine dernière, ce jeune atteint d'une myopathie de Duchenne assez avancée, qui dit, mais moi vous êtes en train de me dire qu'en fait la question de mon utilité et de ma présence sur cette terre est posée par la loi, que la loi que vous êtes en train de voter. Donc il faut faire très attention quand on manipule les questions de la vie et de la mort, parce qu'en fait, même si nous ne sommes pas touchés par des affections très graves, etc., en réalité ça dit quelque chose de la valeur de la vie humaine, et c'est pour ça que ce texte représente, en tout cas il est perçu comme tel par ce jeune homme et par beaucoup d'autres qui s'occupent des patients, comme une atteinte à la valeur de la dignité humaine et de la vie humaine comme telle. C'est ça qui est grave, je pense. Écoutez ce que nous dit Jean-Louis Touraine, médecin de profession, ancien député LREM et encore avant ancien député PS. Écoutez ce qu'il dit. On n'obtiendra pas tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Donc tout ça ne viendra pas tout de suite.